ça reste que ce qui me préoccupe toujours fondamentalement, puis c'est ça l'importance d'un innovateur en chef. Puis au Québec, malgré qu'on se voit et on est d'une nation créative, les autres nations nous dépassent pas mal en termes de création de nouveaux produits, de nouveaux services, d'intégration des technologies pour s'améliorer. C'est grave, là, Chloé-Anne. Il faut transformer nos produits, être des fournisseurs de technologies partout dans le monde. Est-ce qu'il est trop tard ou on va y arriver? Non, là, écoute, mais ça fait quand même quelques dizaines d'années où tranquillement, on décline. Pour les startups, ce qui est important, c'est le réseau de contacts. Ton réseau, puis ceux qui l'ont déjà fait, puis les perspectives que tu amènes à un entrepreneur comme mentor, ça fait une énorme différence. Alors, bienvenue à Les Connecteurs. On a vraiment le grand plaisir d'avoir Luc Sirois, notre innovateur en chef au Québec. On est super content de t'avoir, Luc. Merci d'être là avec nous. Salut Chloé-Anne. Luc, première chose dont on doit parler absolument dans les nouvelles, on en a vu parler beaucoup dans l'écosystème d'innovation, mais l'Axe C, ça ouvre là. Oui, Axe C, c'est le grand hub d'innovation dans la stratégie québécoise de recherche d'investissement en innovation. Il y avait le désir de soutenir ce projet-là, qui était de créer un grand lieu pour que plusieurs accélérateurs, incubateurs, acteurs qui veulent stimuler l'entrepreneuriat soient là tous ensemble, avec toutes les startups et puisse créer un lieu pour se connecter, se rencontrer, travailler ensemble, se croiser au quotidien. Et je veux souligner, il y a Geneviève qui travaille très fort. Leclerc. Geneviève Leclerc qui porte le projet depuis longtemps, mais il y a toute la gang du début avec Richard Chénier qui s'est dit, regarde, là, pour mettre Montréal sur la map, il faut arriver à un autre niveau, puis avoir un hub dans le quartier international comme ça va être super. Ça, là, justement, si on veut mettre en contexte, parce que c'est vrai que c'est cool d'avoir tous ces gens-là, d'avoir les incubateurs, d'avoir des startups. Toi, tu vas être là aussi. Je veux dire, comment ça va marcher? Est-ce qu'on va prendre un café le matin? Ou, je ne sais pas, je me demande. Ça donne le goût d'y aller aussi. Oui, mais on se le demande tous parce que il n'y en a pas tant que ça. Si on pense à Station F. As-tu eu la chance de visiter Station F? J'ai pas été encore. Écoute, là, c'est comme Disneyland. Là, tu es ailleurs, mais c'est inimaginable. Station F, c'est en plein centre de Paris, une ancienne gare avec tous les édifices gigantesques pour avoir plusieurs accélérateurs. C'est peut-être le plus grand hub d'accélérateurs de start-up au monde. En plus, il y a tout l'édifice d'à côté qui est un food court dans un décor super farfelu, punk, techno, rétro, c'est fantastique. Mais là, écoute, c'est impossible d'avoir son Station F, mais d'avoir un lieu où plusieurs organisations sont ensemble, c'est assez rare. Moi, je pense que je m'en rappelle pas. Pourtant, les hubs d'innovation, j'ai étudié ça pas mal dans le monde, mais un seul endroit avec autant d'organisations, je sais, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas de comparable tant que ça. Vraiment. C'est impressionnant. Comment ça va se passer, je ne sais pas. C'est sûr que là, les machines à café, c'est bien important, sont disposées stratégiquement partout. Merci aux organisateurs, planificateurs. J'aime ça. Puis, l'ingénierie humaine a été faite aussi. Ça, moi, j'étais bien content que les porteurs de projets amènent ça avec l'école d'été, avec eux autres. Moi, j'avais fait ma thèse de doctorat sur qu'est-ce qui fait qu'un hub d'innovation entrepreneuriale marche. OK. C'est un beau sujet. C'est une bonne question. Il y en a de plus en plus des villes qui se disent « on va se donner un centre d'innovation. » Oui. Puis là, c'est tout le temps des édifices, des lieux beaux, des lieux où le design, l'architecture, on y pense beaucoup. Ça crée une distance peut-être aussi, je sais pas. Moi, j'arrivais à me poser la question, je dis, quel élément d'architecture? Ou moi, j'étais convaincu que c'est justement d'avoir une microbrasserie dans la place, là, ou un café dans la place, c'était ça qui allait faire la différence. Mais quand tu creuses, tu te rends bien compte que, ce qui fait vraiment la différence, évidemment, qu'est-ce que tu penses? C'est le monde. C'est d'avoir un lieu, c'est correct, mais c'est le monde, c'est la communauté qui se bâtit. C'est même plus que juste la connaissance puis les rencontres, c'est d'avoir des personnes qui veulent améliorer le milieu, la ville, le territoire, puis qui se disent, regarde, on va se doter d'un lieu, mais
ce qui est le plus important, c'est qu'on va aider des startups, travailler avec des partenaires qui soient dedans, dehors. On va faire une espèce de ligue. Puis ça, c'est ça qui fait qu'un hub d'innovation marche. Rappelle-toi la maison de Notman. Oui. C'était pas un bel endroit. Ben, c'était beau, historique, c'était cool. Ouais. Mais c'était vieux, puis tout ça, mais c'est pas grave. C'est la gang, c'est le monde qui était là, qui l'habitait, puis qui faisait qu'on se dotait d'un endroit commun qui faisait que ça marchait. Puis souvent, les gens, quand on parle de nouveautés comme ça, c'est « Ah, mais pourquoi un autre hub ou un autre organe qui fait tel truc? Parce qu'il y a eu tellement de choses avant. » Bien, pour moi, c'est la continuité, parce que tu parlais de Richard, Québec Tech, tout ça, qui était au Centec aussi très impliqué. C'est la continuité. Je pense que toute une réflexion, c'est des gens, les membres là-dedans. C'est pas un nouvel organe. C'est plusieurs organisations qui se mettent ensemble. Exact. Québec Tech, c'est comme la renaissance de Startup Montréal, c'est comme la prochaine étape. Oui. Puis ça a comme la vocation. Pendant qu'Accessé s'occupait du building, Québec Tech, avec Geneviève, s'occupait du réseau. C'est comme le software dans le hardware. Oui, oui. C'est qu'est-ce qu'on va faire, quelle activité on va faire, comment on va animer ça. C'est une continuité. Puis c'est plusieurs organisations qui se mettent ensemble. Le Centec, c'est pas comme si tu avais le Centec avant puis tu n'as plus le Centec maintenant. C'est vrai. Centec déménage là, MT Lab déménage là. Tout à fait. Donc, c'est plusieurs acteurs ensemble. Il y a Mitax aussi qui va être là. Je parle de Mitax parce que je pense au fait de rapprocher les chercheurs, les étudiants, les entreprises. C'est un peu l'esprit. C'est l'idée d'avoir peut-être plus, de renforcer cette cohésion, cette collaboration, puis de créer des espaces pour ça, justement, pour que ce soit plus fluide. À quel point c'est important de l'intersectorialité, l'interdisciplinarité, le fait de travailler entre chercheurs, mais aussi en entreprise, d'avoir tout ça là, à la même place, tout ce beau monde-là. Oui, ça c'est sûr, c'est un sujet important. Dans le domaine de la recherche, puis dans le domaine de la création, tu le sais, quand tu amènes des gens de perspectives différentes, c'est là la croisée. C'est quasiment tricher. Je me dis, tu amènes de la connaissance d'un domaine dans l'autre, et là, Eureka! Ah oui, là, tu peux faire plein de nouvelles choses, mais dans le fond, ça se faisait là, ça se faisait pas ici. Et bon, pour le processus créatif, c'est comme ça. Dans le processus scientifique avec Rémi, puis tout le monde, l'intersectorialité, c'est beaucoup développé. Ils ont fait des regroupements stratégiques où ils misent sur l'intersectorialité, comment amener beaucoup les sciences sociales maintenant, les sciences humaines, dans le développement scientifique, dans le développement de l'intelligence artificielle. Fait que ça amène beaucoup. Mais, tu sais, dans les faits, puis je reviens avec ce qu'on s'est dit tantôt, des fois, je me dis, en passant, hey, je sais pas comment on va réussir à travailler parce qu'on va être tout le temps en train de jaser. Du matin au soir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On va être 42 ben oui. J'imagine. Pour les startups, ce qui est important, c'est le réseau de contacts. C'est ça qui est le plus précieux, d'avoir des gens qui l'ont déjà fait, puis pas des gens qui se prétendent. Là, les mentors qui ont été professionnels, puis là, ils se prétendent mentors. Pour être mentor, il faut que tu aies un bon mentor, il faut que tu aies beaucoup d'humilité. Puis il faut que tu aies parce que ta réponse, c'est pas nécessairement la bonne. Tu amènes un petit ingrédient, mais ton réseau, puis ceux qui l'ont déjà fait, puis les perspectives que tu amènes à un entrepreneur comme mentor, ça fait une énorme différence. Puis ça amène, puis dans l'intersectorialité, c'est que là, tu amènes à l'entrepreneur souvent accès à des experts que l'entrepreneur auquel il n'aurait pas pensé. Du monde qui se sont cassés les dents puis qui savent comment prévenir ça la prochaine fois. Fait que ça, Parce que c'est difficile d'être complet, de savoir tout faire. T'sais, rien que dans la recherche, les chercheurs ne sont pas nécessairement entrepreneurs, ils ne sont pas nécessairement bons pour se faire du marketing. Ça prend... il faut bien s'entourer, je crois que c'est important. Tu as parlé de l'IA. On a 4 zones d'innovation officielles au Québec. On a l'IA, on a le quantique, on a l'IA, technologie numérique, quantique, transition énergétique, aéronautique, aérospatiale à Longueuil, effectivement. Donc, je me dis, on devient quand même très attractif. On a un terreau très fertile de talent, mais il y a toujours cette idée de transfert commercial, d'être
plus compétitif à l'international, de voir l'innovation, le fruit de l'innovation, nous rapporter finalement, rapporter aussi aux contribuables qui investissent beaucoup dans l'innovation. Tu as parlé beaucoup dans les médias de rapatrier nos chercheurs aussi, parce que c'est vrai qu'on investit. Je pensais à Joël Pineau qui a dit « Je quitte Meta ». Je ne sais pas la vraie histoire derrière tout ça, mais ce qu'on avait compris, ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'elle quittait pour des raisons de, les valeurs ne correspondaient plus avec ce qui se passe aux États-Unis. C'est très instable. Donc, est-ce que tout ça, ça nous fait nous dire, peut-être que ça joue en notre faveur pour rapatrier nos chercheurs, peut-être être plus intéressant pour ceux qui voudraient travailler ici. Là, cette question-là, puis tu l'as ouvert, je pense correctement, en disant, il y a toute la question du transfert et tout ça. Ouais. Bon, la recherche académique qui se fait ici au Québec s'en fait beaucoup et de très bonne qualité. Et ça, il faut maintenir ça. Les universités, les universitaires, les directions universitaires, les professeurs eux-mêmes sont tout le temps, c'est normal, sont tout le temps à l'affût des experts pour attirer comme professeurs ou comme chercheurs dans leur milieu pour faire les meilleurs projets possibles, pour faire les meilleurs travaux possibles. Donc, c'est très naturel pour eux d'essayer d'attirer du monde entier à l'extérieur. Puis là, il y a l'opportunité qui est là des États-Unis. Donc, oui, c'est une occasion de le faire en particulier pour exceller dans la recherche publique. Tant mieux si on peut attirer quelques douzaines de professeurs-chercheurs américains qui ont des états d'âme ou des professeurs, des chercheurs internationaux qui vont vouloir aller ailleurs qu'aux États-Unis. Ça donne temporellement, puis on peut miser là-dessus. Rémi travaille sur des façons de soutenir ça. Les recteurs s'organisent. On a vu l'Université de Montréal qui a mis à profit sa philanthropie là-dessus. À Québec, avec l'Université Laval, la ville et tout. Mais il y a moyen d'investir davantage. Là où il faut qu'on s'améliore, comme tu l'as dit, c'est dans le transfert en industrie, transfert en société, par la création de spin-off, de start-up. On n'est pas... c'est difficile pour tout le monde ces temps-ci, le pipeline de start-up, mais en continuant de trouver des façons de systématiser, des fois comme chercheur, la possibilité que ça soit commercialisé, le fruit de tes travaux, ça c'est important par des start-up, ou le transfert vers des industries, des entreprises locales pour qu'elles puissent amener ça en commercialisation. On n'est pas particulièrement fort. Depuis quelques années, on a créé Axelis, une nouvelle société de valorisation et de transfert. C'est vrai, oui. Ce sujet-là aussi, je pense qu'il fait l'unanimité. Il n'y a pas une université qui est en désaccord sur l'importance de s'améliorer. Fait que tout le monde est vraiment la pédale au plancher, puis je vois déjà des résultats se manifester, puis je suis très encouragé. Dans le milieu, on espérait faire 2, 3, multiplier par 3, 4, 5, 10 fois qu'est-ce qu'on arrive à faire pour s'apparenter à des grandes universités américaines ou tout ça. Mais on va y arriver. Fait que si on arrive à faire le transfert, bien là, tu as une création de richesse. Tu as des entreprises qui peuvent utiliser le fruit de la recherche, le commercialiser, exporter, avoir des produits distinctifs, être plus profitable. Et là, ça revient à l'État, puis ça peut aider à financer la recherche. Autre chose dont tu m'avais parlé une fois, c'était les brevets, parce que c'est vrai que, tu sais, il y a beaucoup la notion de open source, tout est ouvert, on partage des données, ça se ramasse chez OpenAI, puis oups, ça a été développé ici au Milan, mais tu sais, comme, est-ce que ça aussi, on travaille à ça? Est-ce que toi, oui, on s'en parlait l'année passée, hein, et ça, on ne s'y est pas attaqué davantage. La question reste ouverte. Comment on protège la propriété intellectuelle dans le contexte de l'IA? Oui. Parce que dans les autres contextes, il y a comme plus une tradition de protection par brevet. Dans le domaine de l'IA, c'est des heuristiques, des fois, c'est des apprentissages, des fois, c'est des réseaux neuronaux qui ont... Comment tu fais pas un brevet là-dessus? Mais en même temps, ce qu'on constatait l'année passée, c'est que, au Québec et au Canada, on n'a pas une tradition de breveter les découvertes en IA. Mais aux États-Unis, oui. Là, la question se pose, OK. Oui, non, mais ça ne se brevette pas. Non, mais tout ce qu'il y a autour se brevette. Tu sais, comment tu fais les systèmes, comment tu gères les systèmes, comment tu déploies les systèmes d'exploitation, comment tu gères l'énergie. Il y a mille et un éléments de déploiement, d'opérationnalisation qui sont brevetables.
Et bon, je pense que c'est important de le garder, justement pour que, hey, moi, quand je rencontrais des chercheurs ou des gens, des porteurs de projets, qui disaient « Ah, c'est super, on va faire un super centre de recherche pour l'industrie des médias. Et puis, toute l'industrie va pouvoir partager ce qu'on a découvert. Ah, c'est super, ils payent combien pour ça? Ah, ben non, mais non, c'est fédéral, provincial, c'est 30 millions, puis comme ça va développer l'industrie. Ah, OK, l'industrie où? Ben, l'industrie en général. Donc, c'est correct pour l'industrie québécoise, là, mais l'industrie internationale, pourquoi est-ce qu'ils viendraient chercher ça sans qu'on... Une bonne question à se poser. Ouais. Donc, oui, tu sais, c'est une question de juste retour pour, oui, si on crée de la richesse, mais là, en autant que ça alimente le cycle, puis que ça revienne vers le financement de l'éducation, de la recherche, ça va, mais si c'est pour profiter, jamais revenir, bien là... Puis là, tu as dit un mot que j'aime beaucoup, opportunité, parce que je pense qu'on a une opportunité, rien qu'en IA, là, c'est fou. Tout ce qu'on a comme richesse, tu parlais du talent qu'on a ici. Et puis, il y a une sortie, on a couvert un peu la sortie de Yoshua Bengio, qui est un peu dramatique en disant, dans 10 ans, si on ne fait pas attention, l'IA peut causer la perte de l'humanité. Puis ça fait beaucoup, beaucoup réagir, parce qu'on a l'impression que c'est sorti de son contexte, mais c'est vraiment ça qu'il disait. Puis là, de dire, ben là, lui, il veut partir Loisero, qui est le laboratoire où il va s'affairer à développer des systèmes d'IA pour mieux développer les futures IA, pour qu'elles soient éthiques, qu'elles soient responsables. Ici, au crime, dans les locaux où on est locataire, les connecteurs, il y a Confiance IA qui s'occupe de ça, mais pour les industries, de s'assurer qu'on dépose des projets qui sont d'IA de confiance. Puis là, ça, est-ce que ça va finalement renforcer notre position comme pionnier? Est-ce que le Québec pourrait être demain le leader de l'IA responsable? Est-ce qu'on peut envisager ça ou c'est fou de le dire Moi, comme ça? Moi, j'ai l'impression qu'on l'est déjà. Le fait que ces concepts-là sont ancrés dans nos façons de faire depuis longtemps. Depuis la Déclaration de Montréal, la création de l'OBVIA, qui est un de ces fameux regroupements stratégiques, là, qui est l'Observatoire pour un IA responsable, les travaux de Yoshua lui-même, la grande consultation qui a mené à Prêt pour l'IA, les travaux du Conseil, qui était un effort collectif de réflexion à se dire « Oh, quels sont les enjeux? » Parce que les enjeux, moi j'y crois. Oui, Yoshua, ça sonne alarmiste, mais il y a un réel danger. Ouais. Il y a un réel danger pour lequel il faut se prévenir. Il y a plein d'autres dangers et enjeux à court terme qui ne sont pas la fin de l'humanité, mais qui sont des enjeux pour la culture, les enjeux pour les médias, les enjeux pour la confidentialité des informations, les droits d'auteur, les enjeux pour le travail, les permis, les décisions algorithmiques faites sur par rapport aux citoyens, les élections, la manipulation, la génération de fausses informations. Il y a mille et un enjeux qui ne sont pas dans 10 ans, qui sont maintenant. Ouais. Autour desquels il faut mettre des balises. Yoshua travaille sur des balises à la base de la technologie elle-même, des différentes façons de développer des technologies qui n'auraient pas l'aspect agentique et donc qui pourraient en soi être une partie de la solution. Mais il y a d'autres éléments d'encadrement, de pratique, de réglementation pour arriver à minimiser les impacts. Parce que le danger de toujours parler de tous ces enjeux-là, c'est d'oublier les avantages. Les avantages sont significatifs dans le domaine de la découverte scientifique, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'éducation. Tu m'amènes sur le terrain de l'éducation. Tu étais un bon 3 jours au Festival Eureka. Tu n'es peut-être pas resté 3 jours, mais on t'a vu quand même, tu étais très présent. Les jeunes étaient contents de te voir. Il y avait beaucoup de jeunes très allumés. Ça fait du bien, non, à une période où on voit dans les médias juste du négatif sur les jeunes qui utilisent la technologie. Moi, j'ai trouvé que la couverture était très chargée. C'était les jeunes qui vont dans la rue manifester, puis qu'est-ce qu'ils font? Tu vas survivre, tu n'as plus ton téléphone, va à l'école. C'était quand même désensibilisé. Hein? Du jour au lendemain, on prend ton univers parce qu'on est quand même dans une société où la technologie est omniprésente. C'est l'exemple qu'on montre aux jeunes. Puis du jour au lendemain, c'est ça, comme tu dis,
c'était radical un peu. Moi, je trouve que c'était radical, fait que je me permets cet éditorial-là, mais puis là, d'avoir un discours très négatif, alors qu'on l'a vu, en tout cas, toi, tu as été très témoin de tout ce qu'ils peuvent faire avec la technologie, les jeunes, de bien là, aussi. on parle d'Eureka, puis c'est notre grand festival de sciences et technologies, oui. puis la formule est le fun parce que c'est on demande au milieu de la recherche et de la technologie, de l'innovation, de venir et de présenter ce qu'ils font d'une façon ludique et intéressante pour les jeunes, pour les familles et les citoyens, pour les intéresser à ce qu'on fait. Donc, tu vas avoir des bombardiers qui vont montrer comment fabriquer des avions. Tu vas avoir l'ordre des ingénieurs qui vont se concentrer. Eux, il y avait une activité sur l'ingénierie dans le monde du cirque. Il y avait Génome Québec qui explique comment les origines de la vie et l'ADN et tout ça. Les universités étaient là pour parler. Fait que ça donne la piqûre des sciences et de la technologie et montre tous les acteurs, actrices du milieu, qu'est-ce qu'ils font de bon, puis ça sème des graines. Fait que pour moi, c'est d'abord, des activités comme ça sont essentielles parce que, tu sais, on parle de développer l'innovation. Si on n'a pas constamment des nouvelles générations qui arrivent, qui ont relève, le goût là, elle est là. Ben oui, qui ont le goût de faire de la recherche, qui ont le goût de découvrir, qui ont la curiosité, Ouais. l'ingéniosité pour inventer, fabriquer, concevoir des nouveaux produits, tout ça, bien, c'est essentiel. Puis là, on parle d'Eureka, mais je me dis, il y a Eureka, je suis impliqué avec la Bibliothèque et les Archives nationales du Québec sur leur projet Labo, créer on en un parle de super ça aussi. makerspace avec un Media Lab et les expos sciences. Il faut qu'on choisisse chacun, puis je t'encourage à le faire, puis j'encourage à tout le monde qui nous écoute de se trouver une des causes qui va créer l'étincelle dans l'esprit des jeunes sur les sciences et la technologie. Parce que sinon, le milieu scolaire est un peu débordé. Les professeurs, ils sont bien d'accord, mais ils peuvent pas faire... Pour développer le hockey, ça, on est bon, par exemple. C'est ça, il y a des bonnes organisations. En sciences et technologies, peut-être un peu moins. Ça fait que nous autres, là, les connectés, puis les connecteurs, il faut mettre l'épaule à la roue. Tout à fait. Puis oui, je le vois comment, puis Philippe Mercure exposait des grands gagnants d'Expo Sciences. J'étais là aussi. Je les ai vus, leur projet, c'est super. Mais les jeunes, j'essaie d'aller les mettre en lumière, puis encourager. Puis ces jeunes-là, je les ai rencontrés à l'Expo Sciences. OK, ouais. Ben oui, ils sont malades. Puis ça, c'est comme les joueurs élites, là, c'est les joueurs élites au hockey. L'Odyssée de l'objet aussi. Il y a plein d'affaires qui était là, qui est animé par les technosciences. Puis l'Odyssée de l'objet, ben on lance un défi technologique, puis on dit aux jeunes développer des solutions, comme on ferait comme entrepreneur dans la vie. Là. Fait que oui, il faut donner le goût aux jeunes. Et donc, nous, le milieu, c'est pour ça que je m'implique dans des activités comme Eureka, parce que c'est là, tout le monde on a une contribution à faire. Puis en plus, c'est le fun de faire découvrir aux familles, aux jeunes, aux citoyens ce qu'on fait, puis leur donner le goût de suivre dans nos traces. Puis si on ne le fait pas, je pense que c'est la prochaine génération qui va en souffrir. J'aimerais qu'on parle aussi vous avez sorti à IA Québec le balado, oui, tu co-animes, hein, c'est ça? Bien, et puis Anne, c'est une fière porte-parole et dont on est fier aussi, parce qu'elle apporte toute une dimension humaine essentielle. Et c'est Anne Nguyen, qui est en charge d'IA Québec, elle est une ferrée techno, là. Il faut pas... Mais le regard qu'elle apporte, c'est sur les compétences humaines, l'intégration, les impacts humains, comment travailler avec l'intelligence artificielle, comment l'utiliser de façon bien concrète. Et IA Québec, au Conseil de l'innovation, on a lancé le balado IA Québec dans l'idée d'avoir des gens, des experts ou des dirigeants, des dirigeantes parler de comment ils utilisent l'IA, comment ils l'intègrent, comment ça a été utile pour eux, comment concrètement, le plus concrètement possible, pour que les dirigeants, dirigeantes aient des exemples concrets
soient alimentés, réfléchissent à ça. Donc, on va le couvrir de toutes sortes d'angles, d'usages dans différents secteurs. Oui, vous avez même parlé avec Chloé Sondervorst. Oui. L'angle média a été couvert déjà. Chloé, j'étais contente de voir ça. une ambassadrice, en fait, une observatrice, éditrice sur la question. Ouais. Mais là, on a reviré ça à l'envers. On a dit, oui, mais comment toi, tu utilises l'intelligence artificielle pour faire des veilles? Et comment c'est des outils qui peuvent t'améliorer comme professionnel. Non, c'est excellent. C'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce balado-là. On s'inspire, qu'est-ce que tu veux. On essaie de s'inspirer. Je pense que c'est bien dans l'écosystème d'avoir des nouvelles façons de consommer l'information. C'est très important, je crois, en tout cas. Mais ça reste que ce qui me préoccupe toujours fondamentalement, puis c'est ça l'importance d'un innovateur en chef, puis innovateur en chef, c'est comme un capitaine dans une équipe de hockey. On est plusieurs, tu en fais partie. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont des leaders de société qui développent l'innovation dans leur milieu, dans leurs entreprises ou dans leur écosystème, leur collectivité. C'est qu'au Québec, malgré qu'on se voit et on est d'une nation créative, les autres nations nous dépassent pas mal en termes de création de nouveaux produits, de nouveaux services, d'intégration des technologies pour s'améliorer, de développer des inventions ou des améliorations dans nos produits qui peuvent être commercialisés. C'est quand ils nous arrivent puis qu'on nous frappe avec des tarifs, si on a des produits uniques au monde, qui sont très profitables, qui peuvent être vendus partout, ça fait moins mal. Quand on compétitionne sur des commodités, on profite du taux d'échange qui est bas, puis c'est ça notre base de compétition. Il faut transformer nos produits, être des fournisseurs de technologies partout dans le monde. Est-ce qu'il est trop tard ou on va y arriver? Non, là, écoute, mais ça fait quand même quelques dizaines d'années où tranquillement, on décline, puis c'est grave, là, Chloé-Anne. C'est grave comme société. Notre avenir, il est dans la créativité, l'innovation, la capacité d'amener au monde des choses extraordinaires. Face au développement, face aux défis d'environnement aussi, la croissance ne peut pas être infinie. Donc, et là, c'est un peu... Certains disent que c'est utopique, mais quand on crée de la valeur par les idées, on n'utilise pas de ressources naturel. Quand on arrive à développer de la richesse par la valeur ajoutée qu'on crée, par des services qu'on adopte, par le design de nos produits et services, bien, on arrive à créer de la richesse tout en ayant un développement qui est durable et soutenable. Donc, c'est essentiel de le faire. Puis l'avenir d'une société qui veut bien avoir un système d'éducation gratuit, extraordinaire, qui allume les prochaines générations, un système de santé qui est à la hauteur, qui prend soin des gens, qui va être toujours présent pour nous. Tous ces actifs-là de la société québécoise, qui est vraiment cher pour nous tous, les Québécois et les Québécoises, bien, il faut qu'on soit une société qui innove et qui crée de la richesse constamment de cette façon-là. C'est essentiel. Fait que le déclin tranquille d'avoir des PME ou de moins en moins de PME qui créent des nouveaux produits, puis qui les commercialisent, puis qui deviennent des champions, ça m'inquiète beaucoup. C'est ça, en fait, ton inquiétude numéro un. Oui, et c'est ça qu'on essaie de contrecarrer. Là, on voit que tranquillement, déjà, le problème en partie, c'est qu'on n'a pas... les dirigeantes, tu sais, quand je leur pose la question, puis en sondage et tout, pourquoi? Ils disent, écoute, ça va bien, là. Les commandes, notre carnet de commandes est plein. On n'a pas d'enjeu. Donc, il faut sensibiliser, semer pour plus tard, se faire allumer les dirigeantes sur l'importance d'investir pour le futur, amener des moyens pour le faire. Puis là, on a lancé, le ministère des Finances a annoncé le nouveau crédit d'impôt à la recherche, l'investissement, la commercialisation, le CRIC. Ça, c'était une façon de répondre à ça en disant, on ne va pas juste faire de la recherche, on va la commercialiser, on va la développer, puis on va l'emmener au marché. On voit que l'aiguille commence à bouger. Tranquillement, là, ça commence à avoir des résultats.
mais il ne faut vraiment pas lâcher. Bien, c'est ça. Il ne faut pas lâcher. Puis là, je vois que la stratégie aussi, c'est beaucoup d'aller voir si on ne peut pas faire plus de partenariats, déjà dans le Canada, hein, quand même, et peut-être aller voir à l'étranger aussi du côté des Européens, si on ne peut pas renforcer. Je ne sais pas jusqu'où c'est une stratégie efficace, là. L'avenir nous le dira, là, mais c'est vrai qu'en ce moment, l'instabilité qu'on voit chez nos voisins... explorer les marchés. La force de nos universités, centres de recherche publics, hein, on est dans le crime ici aujourd'hui, les CCTT, dont on parle beaucoup ces temps-ci, c'est des centres de recherche comme ça, sont vraiment à la disposition des entreprises pour les aider à développer des produits. Ce genre de partenariats-là sont juste à côté, pas besoin d'aller ailleurs. On a tout ce qu'il faut pour compenser. C'est dur d'avoir les experts dans notre entreprise. On en a beaucoup. On est dans l'endroit où c'est facile de collaborer. On finance beaucoup. Le gouvernement du Québec finance des projets. Une entreprise qui veut travailler avec des CCTT, justement, bien, il y a beaucoup de subventions pour le stimuler. Maintenant, le crédit d'impôt aussi va rembourser des dépenses qui ont été faites dans les CCTT, dans les centres universitaires. Pour mettre en contexte, c'est qu'on parle des coupures qui ont été annoncées puis qui font des mécontents chez les CCTT. Mais comme tu dis, c'est peut-être l'argent qu'on va aller récupérer ailleurs, finalement, à travers ce programme-là dont tu parles. Oui, des programmes qui vont financer des projets. Oui. Là. Donc, c'est sûr ça amène le désir que les entreprises se responsabilisent ou qu'on fasse du développement d'affaires pour qu'ils amènent des projets et qu'ils fassent des initiatives. Et là, le gouvernement est au rendez-vous, finance ces travaux-là, dans le but de... Quand c'est des travaux risqués, c'est là que le gouvernement intervient, c'est dans le but de donner l'incitatif à ce que ça se passe. Oui. Avec des crédits d'impôt, la bonne chose, c'est que là, tout à coup, tous les cabinets comptables du Québec vont demander aux dirigeantes, « Hey, faites-vous de la R&D? Faites-vous de l'innovation? Saviez-vous que vous pourriez le faire? Puis avez-vous déjà pensé travailler avec des universités, des centres de recherche collégiaux, des centres de recherche publics? » Ça va, espérons, alimenter là, le grand virage là, qui est en train d'avoir lieu. Il va vraiment falloir qu'on s'en reparle, c'est certain. En tout cas, merci d'être venu dans nos humbles locaux, chez les connecteurs / le crime, hein, parce qu'on est dans les locaux du crime. Mais vraiment, un grand plaisir à chaque fois, Luc. Puis j'espère qu'on se reparle peut-être dans tes nouveaux bureaux bientôt. Oui, on va faire je vais avoir du grand plaisir avec à te toute la visiter. gang à la machine à café. On se donne rendez-vous à la machine à café. On va être caféinés, ça n'aura pas de bon sens. Ah, j'ai hâte. Et merci, Luc. Vraiment très apprécié.